J'aimerais bien te faire une réponse à la LinkedIn. J'ai eu une grosse prise de conscience, voilà. La réalité, elle est beaucoup plus souple et fluide que ça. Mon projet était en fait de créer une marque de mode pour équiper les femmes à moto parce que c'est totalement l'offre est totalement inexistante. C'est-à-dire qu'on a pris les vêtements pour hommes, on les a bien cintrés comme il faut et on a transformé les têtes de mort blanches en têtes de mort roses. Enfin voilà, on est sur ce niveau-là. C'est comme nous sur mais au fait des crédits carbone, vous devrez faire de la réduction. Du coup, nous, on dit qu'on travaille pour favoriser la transition écologique. Et on dit bah non, parce que vous faites pas de la réduction. Je suis pour la réduction, c'est juste que j'ai décidé de traiter une partie du sujet. C'est assez marrant, je trouve, les raccourcis qui sont faits. Et c'est assez dur dans la manière dont tu communiques d'expliquer que t'as pas vocation à traiter tout le problème parce qu'on reste tout petit dans ce monde complexe. Et dans le monde il faut grandir vite, nous on a une grosse problématique ou avantage, c'est que avec le monde agricole on ne peut pas grandir vite. On a une saison par an, on est limité dans notre croissance par le fait qu'une fois par an on va planter la plante. Fleurs, plantes annuelles, plantes qui vont durer 5 ans et on a des arbres qui font 80 ans. Et donc nous on est limité là-dedans dans l'hypercroissance. Je crois même que la question ne doit pas forcément se poser de trouver sa niche d'innovation. Je pense qu'il faut aussi être très à l'aise avec le fait de rien disrupter en fait. On donne souvent la parole à des entrepreneurs qui justement incarnent quelque chose de nouveau. Et je pense qu'il y a un peu ce biais aussi et derrière une majorité un petit peu silencieuse d'entrepreneurs patients, laborieux. Aujourd'hui la PME, la TPE c'est presque un gros mot quoi. T'es une start-up ou t'existes pas. Très bien, un petit café. Bon, je veux bien en allonger aussi, une carafe d'eau. J'ai l'impression qu'il y a en tout cas quelque chose qui m'intéresse et dans les différents cercles d'entrepreneurs, etc. auxquels je participe, je trouve que c'est un sujet qui est assez peu poussé. C'est celui des nouveaux modèles de l'intérêt général. Je pense qu'aujourd'hui, on a des frontières qui sont de plus en plus ténues finalement entre ces différents modèles. Moi, je viens de l'économie sociale, j'ai bossé 15 ans dans le secteur. Aujourd'hui, je suis dans le secteur marchand, donc j'ai fait un mouvement finalement qui est peu commun pour des gens qui recherchent de l'impact. Et je l'ai fait parce que je trouvais pas nécessairement... j'étais peut-être plus en quête d'efficacité que d'impact en réalité. Et je trouvais dans les modèles de gouvernance de l'économie sociale une espèce de lourdeur et d'incapacité à incarner une vision, une stratégie, etc. Je crois que tout n'est pas blanc ou noir et qu'au milieu de tout ça, il y a des modèles hybrides qui sont hyper intéressants. Je pense que dans chacun de nos modèles, on recherche d'une manière ou d'une autre une forme d'impact. On a globalement tous, si je ne dis pas de bêtises, choisi des modèles de l'économie marchande classique. Et c'est peut-être intéressant, enfin, je dirais, mais de s'interroger là-dessus en se disant pourquoi en fait on a fait ces choix-là et de quelle manière en fait on s'aligne malgré tout avec nos valeurs. J'ai l'impression que ça peut constituer un fil conducteur un peu à tout ce qu'on fait. Ouais, moi, ça me parle. Non, ça me parle bien. Dans tout ce que tu as dit, il y a aussi cet angle qui nous touche beaucoup, parce qu'on est à la fois dans le monde agricole et à la fois dans le produit fini, bien-être, à la limite du pharma. Donc, et les gens veulent tout. Et oui. Et ils veulent tout le positif, mais pas le négatif. Ok, on y va ? Commencer, Grégoire. Allez. Ouais, c'est parti. Je m'appelle Grégoire Guiraudin et moi j'ai fondé un standard de crédit carbone pour des solutions de décarbonation industrielle. Notamment autour des sujets d'économie circulaire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on permet à des projets d'énergie bas carbone, de matériaux bas carbone, de reconditionnement, de recyclage, de mesurer, vérifier et de monétiser leur impact pour se financer. Et on a créé cette entreprise en 2021. Aujourd'hui, on est 13. On a travaillé avec 28 projets, 20 en France et 8 en Europe. Tu nous donnerais un exemple de projet Par exemple, un exemple assez classique, on travaille avec des reconditionneurs informatiques. Donc par exemple, si on prend l'impact du numérique, un impact déjà qui est assez fort, autour de 6% et qui est croissant. Le principal élément de cet impact, c'est la production de nouveaux appareils. Et la meilleure manière de le décarboner, c'est le reconditionnement informatique. Mais ça reste hyper faible aujourd'hui en France. Très peu d'ordinateurs en fin de vie sont reconditionnés. Très peu d'ordinateurs finalement reconditionnés sont achetés. Et généralement, ils viennent de Chine et des États-Unis. Pourquoi ? Parce que c'est des modèles d'économie circulaire complexes. Donc nous, on va travailler avec des reconditionneurs pour mesurer l'impact carbone qui est évité, les émissions évitées permises par le reconditionnement d'un ordinateur. Et du coup, on va permettre d'émettre des crédits carbone, qui est un mot qui veut un peu de tout et rien dire, pour leur permettre de monétiser cet impact. Et par exemple, une entreprise une ESN, donc une entreprise dans le numérique,
qui a un impact carbone qu'elle n'a pas réussi à réduire, va aller financer un projet de reconditionnement pour augmenter les capacités de cette unité de reconditionnement. Et donc c'est ça qu'on essaye de créer. Des projets de décarbonation qui ont besoin de financement et qui sont vertueux, qui vont du coup monétiser leur impact. Et de l'autre côté, les entreprises qui ont déjà fait leur bilan carbone, une trajectoire de décarbonation qu'on réduit, et sur ce qu'elles ne peuvent pas réduire, parce que généralement c'est des gros scope 3, donc beaucoup d'émissions extérieures à leur scope, à leur cadre d'émissions, elles vont aller financer des projets de décarbonation. Et dans ces projets de décarbonation, il n'y aurait pas je demande une ouverture liée plutôt à l'obsolescence du matériel, plutôt que passer du temps à reconditionner. Et donc ça éviterait encore plus de reconditionnement. Je passais une ouverture, est-ce que vous y réfléchissez à ça ou... En gros, il y a plein de... On a reçu peut-être 50 de non-travail par méthodologie. Donc une méthodologie, c'est une solution de décarbonation. L'an dernier, on a dû en recevoir 50. Et aujourd'hui, on en a 4, plus 4 en développement. Parce que c'est assez long de construire tout le modèle de calcul des émissions évitées. Donc on pourrait le faire. Aujourd'hui, pourquoi on a pris le reconditionnement? C'est que travailler sur l'obsolescence, il faut travailler avec Apple, Samsung, et on n'a aucun moyen de travailler sur... Enfin, on n'est pas un régulateur. Or, le reconditionnement, c'est quelque chose sur lequel c'est d'autres entreprises qu'on a la main et qu'on peut aider. Donc c'est aussi les deux ont un impact, mais il y en a un sur lequel on peut les aider et l'autre sur lequel on n'a aucune prise, quoi, d'une certaine manière. Toi, typiquement, quand on parle d'éduquer son marché, c'est un de tes sujets, j'imagine, favoris. Enfin, je sais pas, moi, j'ai tendance à associer ce que tu fais spontanément, on doit te le dire souvent, mais au droit à polluer, enfin voilà, ce genre de choses. Comment toi, justement, tu deals avec ça et comment justement tu t'intéresses à des projets portés par des PME, c'est ça? PME, TPE? Souvent des TPE, des PME industrielles. Qui ont certainement peut-être pas, là aussi, la culture ou les ressources des grands groupes sur ces sujets. Comment, du coup, tu les sensibilises et... C'est vrai qu'il y a deux sujets. Il y a les crédits carbone, en règle générale, c'est un espèce de mot valise qui a hyper mauvaise presse pour différentes raisons. Alors que fondamentalement, le crédit carbone, c'est juste un mécanisme de financement d'un projet de décarbonation. C'est comme dire Internet, c'est nul, ou la blockchain, c'est nul. Le crédit carbone, c'est la monétisation d'une tonne de CO2. Donc le premier truc, c'est qu'effectivement, tout le temps, on nous dit, allez, faites des crédits carbone, c'est nul, c'est du greenwashing et tout. Alors que dans le fond, quand on travaille avec le reconditionneur de batterie, le reconditionnement informatique, le chantier d'insertion qui va réemployer des matériaux de construction, c'est des super projets. Et de l'autre côté, les entreprises qui les financent, c'est généralement des entreprises qui ont bien réduit leur impact et qui font ça en plus volontairement. Au début, on éduquait beaucoup. J'ai arrêté d'en faire un cheval de bataille, quasiment, parce qu'en fait, c'est trop... je travaille que avec ceux qui ont accepté le fait que le crédit carbone, c'est bien. Et je ne vais pas passer des plombes à me battre sur le crédit carbone parce que j'ai pas l'énergie. Donc au début, j'éduquais, maintenant, j'éduque. En revanche, après, sur les projets avec lesquels on travaille, là, on approche, c'est très concret. Là, on leur présente un nouveau mécanisme auquel ils n'ont jamais accès. Et là, on fait beaucoup de boulot pour éduquer, parce que là, on a un vrai sens, c'est-à-dire qu'on leur permet de monétiser leur impact, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Et donc, pour eux, il y a une vraie valeur ajoutée à faire ça, parce que ça leur permet d'augmenter leur capacité. Donc, c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup avec les projets, et moins avec côté entreprise. On met des crédits carbone, et après, il y a d'autres gens qui se chargent de les acheter et de les vendre. Mais nous, on travaille beaucoup. Et là, avec le projet, on a beaucoup d'éducation pour expliquer que c'est un mécanisme qui existe et qui va leur permettre de développer leur activité. Et dans tout cet environnement, est-ce que pour l'avenir, pour la croissance, etc., on parle que de crédit carbone? Parce qu'il n'y a pas que le crédit carbone, on va dire, qui a, on va dire, le réchauffement climatique, etc., n'est pas lié qu'au crédit carbone, enfin qu'au carbone. Est-ce qu'il y a aussi d'autres thématiques qui sont abordées sur d'autres gaz, sur d'autres principes de mode de vie, etc., pour remettre la méthodologie et trouver le moyen d'améliorer, on va dire, sans perdre tout le confort dans nos vies pour avoir le moins d'impact possible sur notre environnement? Nous, on traite une toute petite partie du sujet, on n'a pas vocation à tout traiter. Nous, on s'est dit, on va trouver des projets, on va leur aider à monétiser leur impact, donc on se limite là. Ce qu'on fait beaucoup en revanche, c'est qu'on met pas du tout que le carbone en avant. Comme nos projets avec lesquels on travaille, c'est souvent des projets d'économie circulaire. On va lier ça aux objectifs de développement durable de l'ONU et on va présenter le nombre de mégawattheures d'énergie bas carbone produite, le nombre de déchets évités, le nombre de ressources non extraites. Donc on va plutôt mettre en avant ce qui s'appelle les co-bénéfices de l'économie circulaire pour dire quand vous contribuez à financer un projet, c'est pas que le carbone, c'est plein d'autres impacts et d'expliquer que c'est systémique. C'est comme ça qu'on va le faire en tout cas. Allez. Moi c'est Céline Jandel, je suis ingénieure agronome de formation, donc on est deux ici. Ensuite, je me suis spécialisée dans ce qu'on a appelé à l'époque vraiment le développement durable.
Je travaillais 1 an et demi dans du privé, du public, sur des sujets de développement durable. Un peu frustrée, hein, c'était il y a 10 ans de ça. Des perspectives d'évolution pour un ingénieur qui aime les choses factuelles, quantifiées, et l'action plutôt que le discours. Je me suis réorientée, j'ai du coup fait une école de commerce, j'ai fait l'ESSEC et ensuite je suis allée faire du conseil en stratégie d'entreprise pendant 4 ans. Et c'est en sortant du conseil que j'ai co-créé la marque Tomo Clothing, qui est une marque, j'aime bien dire une marque, c'est un peu le crossover, c'est un peu le SUV mais dans le bon sens de la mode, puisque ce qu'on essaye de faire, c'est d'allier le style et la fonctionnalité du vêtement, en se projetant dans un futur lointain mais qu'on espérerait plus proche de sobriété dans le vêtement et du coup de nécessaire fonctionnalité du vêtement. Et donc très concrètement, ce qu'on fait, c'est du daily equipment. Donc c'est vraiment presque plus de l'équipement plutôt que du vêtement. Designed for mobility, parce que le premier besoin auquel on a souhaité répondre, c'est celui de la mobilité urbaine. C'est celui de se déplacer à vélo, en scooter et en moto, dans une perspective de transformation de la mobilité urbaine. Et puis le troisième point, c'est Inspired by Women, parce que quand on s'est créé, et on reviendra probablement dessus, c'était en 2020, avant le Covid, donc 2019 plutôt, il y avait une vraie sous-représentation des femmes dans l'espace public en extérieur et en particulier sur les pistes cyclables. Et du coup, si on veut transformer la mobilité, il y a un moment où on ne peut pas mettre de côté 30 millions de femmes françaises. Et donc c'est de là qu'est née notre vocation aussi féministe qu'on a placée dans ce projet-là. Tu parlais de cette bascule un petit peu avec ta vie professionnelle précédente. Ouais. Elle s'est faite comment et qu'est-ce qui t'a finalement convaincu de passer le pas et de quelle manière, on parlait tout à l'heure des modèles et pourquoi finalement on s'est dit que c'est un sujet qui nous paraît. Toi, tu as la question de genre également, peut-être intervient. Comment tout ça s'incarne en fait dans ton projet? Alors franchement, j'aimerais bien te faire une réponse à la LinkedIn. J'ai eu une grosse prise de conscience, voilà. La réalité, elle est beaucoup plus souple et fluide que ça. Je pense que j'avais appris beaucoup de choses, j'avais eu un parcours déjà assez complet et je commençais à avoir des envies d'autre chose. Et à l'époque, moi je fonctionne beaucoup par la passion et j'avais 2 idées, 2 passions. La première, et ça va paraître un peu contradictoire, c'est la moto. Moi j'adore la moto, j'ai découvert la moto très tard, quand j'avais 25 ans. Je viens pas du tout d'une culture familiale où la moto est vraiment un sujet. Et ma deuxième passion, c'était l'immobilier. J'adore rénover, voilà, j'ai une passion immobilière aussi. Et j'avais 2 idées, mais vraiment, si on reprend la métaphore filet agricole, de graines, quoi. Hein. On était vraiment au stade de la graine. Et j'ai fait une rencontre, tout simplement. J'ai rencontré mon associé que je ne connaissais pas à l'époque, dont on m'avait dit vaguement, elle est dans l'univers du textile, puisque mon projet était en fait de créer une marque de mode pour équiper les femmes à moto, parce que c'est l'offre est totalement inexistante, c'est-à-dire qu'on a pris des vêtements pour hommes, on les a bien cintrés comme il faut et on a transformé les têtes de mort blanches en têtes de mort roses. Enfin voilà, on est sur ce niveau-là. Et du coup, je rencontre mon associée dont on me disait, elle est d'un univers, elle vient du textile, elle réfléchit à changer de parcours. Je la rencontre et puis là, c'est l'alignement des planètes, elle est motarde. Faut quand même y aller hein, pour se rencontrer, 2 femmes à moto. Elle habite à 10 minutes de chez moi, elle avait prévu de quitter son entreprise aux mêmes dates que moi. Elle a une passion pour le vêtement textile, les vêtements techniques, fonctionnels, etc. Et donc là, je me suis plutôt dit les choses à l'envers. Je me suis dit, si maintenant tu ne saisis pas cette opportunité pour te lancer dans un projet entrepreneurial, qui n'était pas forcément un rêve en ce qui me concernait, tu ne le feras jamais. Et donc c'est plutôt l'opportunité, le hasard qui m'a amené à développer ce projet et pas l'autre. Et du coup, de facto, à quitter mon parcours professionnel de l'époque. Voilà. Donc une rencontre. Et tu disais du coup un peu un futur du textile sur la sobriété, c'est quoi un peu les principes que vous mettez dans la boîte et dans la production des vêtements pour que ça corresponde à ce monde-là? Au début, moi j'étais pas du tout sur un projet écologiste, j'étais plutôt sur un projet féministe en fait, au démarrage. Et très vite, on a évolué parce qu'en fait,
moi-même, dans ma vie de tous les jours, en 2020, j'ai découvert le vélo et maintenant je passe ma vie à vélo. Et la moto, c'est juste le plaisir de temps en temps. Et j'ai plus de moto, je la loue. Enfin voilà, moi-même, en fait, j'ai vachement changé. Et du coup, aujourd'hui, je pense que le gros de notre impact, en tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est être dans une société où toutes les personnes qui le peuvent se déplacent avec un moyen bas carbone. Et moi, c'est ça mon objectif. Mon vêtement, là-dedans, n'est qu'un moyen. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un moyen de supprimer un des freins qui est « j'ai peur pour ma sécurité ». Ou qui est le vélo, pourquoi pas, mais que quand il fait beau. Le problème, c'est que quand on a ce raisonnement, du coup, on ne switch pas vraiment de moyen de transport, on se garde un plan B. Et donc moi, mon vêtement est un moyen d'abaisser ce frein à l'utilisation des mobilités douces. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire sur le vêtement en lui-même. Et typiquement, sur nos vêtements, et on reviendra peut-être dessus plus tard, mais dès qu'on peut, on utilise des matières recyclées. Quand on ne peut pas, parce que quand on fait un vêtement de sécurité résistant à l'abrasion, on ne peut pas utiliser des matières recyclées, et là, on ne le fait pas. On produit les vêtements là où on peut, en fonction de leurs caractéristiques techniques. Tout ce qui est extrêmement complexe d'un point de vue textile, donc notamment des technologies qu'en France on a non pas perdu, mais jamais eu, typiquement l'étanchéisation des coutures, ça on le fait aujourd'hui, on le fait en Chine. Tout ce qui est relativement simple, des bonnets, des t-shirts, des sweats, tout ce qui est de la maille, on sait très bien faire en France, à des prix relativement raisonnables, on le fait en France. Et dans tout ça, comment vous faites vous éduquer votre auditoire sur tous ces éléments, de dire on le fait en Chine parce que c'est qu'en Chine qu'ils ont le savoir-faire, ou vous le cachez, et vous dites non, on va pas trop en parler parce que la Chine, c'est comment ça fonctionne parce que le textile, on voit de tout aujourd'hui, quand on voit les réseaux sociaux, les publicités, etc. C'est quoi l'axe pour amener votre produit sur le marché? Y a-t-il de l'éducation totale, c'est-à-dire qu'on est transparent sur tout? Ou J'ajouterais une question on parlait d'incarnation du projet et c'est intéressant d'apprendre que finalement toi tu es arrivé par le prisme de la moto, alors qu'aujourd'hui on pourrait imaginer effectivement que c'est plutôt un écosystème, une communauté cycliste qui vous suit, enfin je sais pas, tu me diras. Est-ce que du coup toi par rapport à ton profil tu pourrais assumer et incarner finalement ce track record finalement sur l'idée que voilà, ta passion de départ c'est celle-ci. Et au final, voilà ce à quoi elle m'a amenée, quoi. Non, complètement. Ouais, complètement. Du coup, je vais vous raconter quelques histoires sur comment est-ce que je fais pour éduquer sur le sujet de la fabrication, que moi je fabrique une partie de mes produits en Chine. En fait, c'est pas si compliqué très souvent parce que je mets les personnes qui m'en parlent un petit peu face à leur dissonance cognitive. Et pour ça, je vais te dire, à une époque, on avait une boutique à Paris, dans le Marais, une boutique temporaire. Et j'étais moi-même vendeuse, je fais 18 métiers comme probablement vous. Et en effet, j'avais une personne qui me demandait, mais il est fabriqué où? En l'occurrence, c'était un imperméable, vraiment extrêmement imperméable. J'ai dit, il est fabriqué en Chine, dans telle ville, par tel fabricant. Ah, mais oui, mais en effet, elle remettait en question la fabrication chinoise. Et j'ai regardé, je disais, vous voyez, en fait, on fait dans la même usine que votre veste là, d'une marque technique très premium. Voilà, on parlait de marques très premium. Et on fait dans la même usine. Et la raison pour laquelle moi je fais dans cette usine-là, c'est parce qu'ils ont le savoir-faire et que les 2 usines en France qui savent faire ou la petite dizaine d'usines qui savent faire en Europe, moi aujourd'hui, au vu de ma taille, je n'y ai pas accès. Et si j'y avais accès, ça sortirait, au vu des petits volumes que je fabrique, à des prix que vous, en rentrant, la question que vous m'auriez posée n'aurait pas été pourquoi est-ce que c'est fait en Chine? Vous m'auriez dit, en fait, je ne peux pas acheter parce que c'est trop cher. Et en fait, moi, si j'en reviens à mon objectif profond, qui est de mettre un maximum de monde qui le peuvent sur des vélos, en fait, j'ai décidé de trancher et de faire sur cette période de notre projet, et ça changera peut-être un jour, ces vêtements-là en Chine. En fait, tu en parlais tout à l'heure, il y a un déficit de connaissance, souvent, de la profondeur des choses, qui fait que forcément on se pose des questions, mais dès qu'on arrive à prendre le temps de répondre, en fait, la réponse est évidente. La différence, c'est que là, la personne, je l'avais en face à face, donc j'ai eu le temps de lui expliquer.
Sur les réseaux, ça n'aurait pas été le cas. Ouais, et ça, c'est pas possible d'être face à face de tous les consommateurs, de tous les clients de Tomo Et Clothing. du coup, j'embraye, tu parlais de comment est-ce que je communique, est-ce que je parle de tout. Nous, on a fait une erreur de jeunesse et on est très contente de l'avoir faite. On ne fait que des erreurs, mais bon. Celle-là, c'est quand on s'est lancé, on était 2 et on avait l'ambition de créer une marque. C'est une marque, c'est généralement des boîtes de minimum des centaines de personnes, parfois des dizaines de milliers de personnes. Donc on connaissait aucun des 35 métiers qu'on avait besoin de faire, mais on s'était dit, bah voilà, nos valeurs c'est ça, etc. Et on veut absolument tout fabriquer en Union européenne, tout. On veut acheter nos matières en Union européenne, assembler en Union européenne. Et on a réussi un certain temps. Parce que parfois on a de la chance dans sa vie entrepreneuriale et on a saisi une opportunité à un moment où les usines en Europe étaient dans la difficulté et donc une usine nous a acceptés pour combler ces trous. Sauf qu'en fait, 1 an plus tard, quand l'économie reprend 1 an après le Covid, bah, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait mettre dehors. Et là, on a fait appel à toutes les usines capables de faire ces fameux vêtements très techniques et on n'a pas pu sortir une pièce à un prix auquel nos clients pouvaient nous les acheter dans des volumes que nous, on pouvait financer. Et donc, on a fait cette erreur de 1, prendre un engagement sans être certain qu'on pourra le tenir, 2, le communiquer, grave erreur, et 3, réaliser qu'en fait, nos valeurs fondamentales faisaient qu'il fallait qu'on lâche cet engagement-là, qui en fait était juste mal pris. Et donc aujourd'hui, notre culture, c'est de ne rien promettre, de ne pas promettre ce qu'on va faire, mais de dire tout ce qu'on fait. Voilà. Et quand tu dis tout ce que tu fais, a priori, tu peux pas te planter, libre après à chacun de prendre sa décision au vu des informations qu'il a sur l'origine de mes textiles, le lieu où ils sont confectionnés, les fonctionnalités du vêtement, son prix aussi, etc. Mais ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que, je sais pas, moi j'ai le sentiment, on a à peu près tous de la même génération, on a tous eu des vies professionnelles ou autres avant de monter nos projets. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une injonction aujourd'hui à, quand tu es entrepreneur, à avoir de l'impact, à être absolument à cocher toutes les cases finalement d'un projet responsable. Et je sais pas, j'ai l'impression parfois que ça peut être une responsabilité qui est difficile à porter quand tu montes un business dans des circonstances comme le contexte actuel qui plus est. Tu vois, on a un État-providence qui disparaît petit à petit, on a des corps intermédiaires qui n'existent plus, l'entreprise en tant qu'organisation est remise en question par les nouvelles générations Y, Z, etc. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui reposent sur les épaules des entrepreneurs et qu'en même temps, on parlait tout à l'heure des formations chez les ingés en agronomie, etc. J'ai l'impression que la plupart d'entre nous, on ne nous a pas enseigné l'entrepreneuriat déjà, et on ne nous a pas encore moins enseigné l'entrepreneuriat responsable. Et c'est finalement une charge qui est assez complexe. On a cette boussole économique, on a une boussole sociale, j'espère, pour la plupart d'entre nous. Et il faut s'ajouter des boussoles environnementales et autres qui finalement compliquent complètement le rapport qu'on peut avoir à nos projets finalement. Bref, je switch un peu pour dire qu'effectivement c'est complexe. Moi j'ai bossé une quinzaine d'années dans l'économie sociale. Je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est des modèles intéressants mais avec une gouvernance qui est très lourde, une vraie difficulté à parfois incarner, dérouler une vision, une stratégie. Je pense que parfois quand tu montes ta boîte, tu vas avoir des outputs progressifs. D'abord créer de l'emploi, créer de la valeur, et puis petit à petit, tu vas amener un certain nombre de choses qui vont permettre de rendre ton modèle plus vertueux. Nous, c'est ce qu'on cherche à faire. Alors nous, au Relief, on est une ESN et une agence de com, donc on a un modèle qui est très classique, pas du tout disruptif par rapport à ce que vous pouvez proposer vous. On ne s'appuie pas ni sur des modèles innovants, ni sur l'idée d'éduquer un marché, si tu veux. Par contre, on va plutôt travailler sur un modèle d'organisation avec une forme de redistribution. C'est-à-dire qu'on a créé une organisation qui nous permet de travailler déjà sur des sujets qui nous parlent, mais aussi et surtout, je parlais de redistribution, ça peut être financièrement directement, mais ça peut être sous forme de mécénat de compétences. On a créé un fonds de dotation, il y a 15% du temps des équipes qui passent sur des projets d'intérêt général. Et tout ça, c'est des choses que moi j'ai apprises par 15 années dans l'économie sociale. J'ai bossé sur des sujets de plaidoyer d'intérêt général, j'ai bossé pour une ONG américaine qui soutenait l'entrepreneuriat social, j'ai monté un incubateur qui
qui a travaillé à la digitalisation des modèles à impact, Station F. Tous ces projets, moi, ils m'ont permis de rencontrer des gens que l'entreprise classique regarde parfois avec un peu de défiance. Avec l'idée que tu vois, tu as un rapport finalement philanthropique entre l'économie de marché et l'économie sociale, et finalement une main qui donne qui est un peu au-dessus de celle qui reçoit, alors qu'il y a tout un tas je crois, de modèles dans l'ESS qui peuvent inspirer l'économie de marché sans pour autant constituer des injonctions à avoir des modèles absolument parfaits, vertueux. Et voilà, et je pense qu'un des mots qui, en tout cas à mes yeux, colle le plus à l'entrepreneuriat, c'est aussi le pragmatisme. C'est-à-dire qu'une des questions qui nous était posée là ce matin, c'était est-ce que tu peux croître en restant aligné avec tes valeurs? Je crois qu'il y a aussi un sujet qui est est-ce que tu peux créer en restant aligné avec tes valeurs? Et combien de gens on a pu voir finalement ne jamais se lancer parce que tous les voyants de leurs valeurs et leurs projections finalement dans leur propre projet n'étaient pas allumés au vert. Moi je l'ai vu dans l'entrepreneuriat social où je faisais peut-être partie des pragmatiques qui disaient mais va prendre l'argent là où il est et fais-en quelque chose. Si tu aides une personne, ton projet tient la route finalement. Donc moi c'était un des sujets que je voulais aborder aujourd'hui, de se dire voilà, effectivement on a tous d'une manière ou d'une autre des modèles qui ont un impact sur la société, sur l'environnement et autres, positifs je veux bien sûr dire. Et finalement comprendre comment est-ce qu'on a prémédité finalement la manière dont ces modèles étaient construits, ou est-ce que c'est des choses qui sont finalement venues un petit peu sur le tas. Toi tu disais que ton prisme de départ c'était le féminisme, les questions de genre, et puis finalement tu te retrouves avec avoir des impacts autres, j'ai l'impression. Tu pivotes dans ton impact en définitive. Et je pense que c'est pareil, tu disais oui, on aimerait tous avoir le storytelling parfait j'ai eu l'épiphanie etc. Je pense qu'en réalité ça c'est de la post-rationalisation. On se doit d'assumer que nos modèles sont construits effectivement de manière empirique, où on découvre, on apprend en marchant, et on essaye humblement et modestement d'amener les petites touches de responsabilité dans ce qu'on fait au quotidien, quoi, finalement. Ouais, mais dans tout ce que tu dis, la difficulté, à un moment tu l'as cité, c'est les cercles vertueux. Est-ce qu'on peut avoir, dès qu'on agit aujourd'hui dans notre monde, est-ce qu'on peut rentrer dans un cercle vertueux où on va forcément avoir un impact positif et négatif? C'est comme si je marche dans la rue, je vais forcément écraser des insectes ou des micro-organismes. Alors là, je tire le cheveu au maximum, mais je veux dire, forcément, dès qu'on veut agir, on va avoir un impact positif et négatif. Et c'est là où je rejoins ce que tu disais, c'est-à-dire, je préfère être pragmatique et dire « Ok, moi je fais ça, mais je n'enjolive pas ce que je fais ou je ne cache pas quelque chose. » Est-ce qu'il est possible d'éduquer les gens ou nos interlocuteurs sur le fait que en fait, la vision parfaite que vous voulez avoir, elle est pratiquement inatteignable aujourd'hui parce que dans le système, forcément, dès qu'on bouge, on impacte positivement, mais aussi négativement. C'est marrant aussi le fait de traiter qu'une partie du problème. Assez souvent, quand tu te targues de l'impact, tu dis mais attends, tu fais pas ça. Je dis, j'ai pas vocation à pouvoir tout faire. Je fais déjà une entreprise pragmatique qui répond à une situation donnée. Et effectivement, toi, tu produis des vêtements qui vont permettre notamment à plus de femmes de prendre des mobilités. Tu fais au mieux en plus sur l'impact développement durable, mais tu vas pas monter des usines d'étanchéité à Blois, tu peux pas. Et en fait, je trouve qu'il y a vachement un sujet de dire tu fais pas tout. J'ai dit oui, je sais, je fais ce que je peux. C'est comme nous sur mais au fait des crédits carbone, vous devrez faire de la réduction. Je suis d'accord qu'il vaut mieux réduire l'impact qu'acheter des crédits carbone. Juste que factuellement, il y a déjà plein de boîtes qui réduisent leur impact, il y a plein de cabinets de conseil qui est là-dessus. Et que nous, on avait vu un sujet qui était le fait que les projets d'économie circulaire ne pouvaient pas monétiser leur impact. Et moi, j'essaye de répondre à ce sujet-là. Et c'est assez marrant quand du coup, nous, on dit qu'on travaille pour favoriser la transition écologique. Et on dit, bah non, parce que vous ne faites pas de la réduction. Je suis pour la réduction, c'est juste que j'ai décidé de traiter une partie du sujet. C'est assez marrant, je trouve, les raccourcis qui sont faits. Et c'est assez dur dans la manière dont tu communiques, d'expliquer de mettre en avant ce que tu fais, parce que c'est important, parce que c'est ce qui va te permettre de croître. Mais à côté de ça, d'expliquer que tu n'as pas vocation à traiter tout le problème, parce qu'on reste tout petit dans ce monde complexe. Non, et puis on peut pas remplacer l'État, on ne peut pas remplacer le tiers secteur. Tu vois, à un moment, il y a une responsabilité qui est trop importante. Et je réalise en vous écoutant que ce soit le fait qu'on puisse toujours se voir reprocher en tant qu'organisation
de ne travailler que sur une partie du problème ou de ne pas évoluer assez vite. En fait, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, on le sait. Enfin, je veux dire, en tant qu'individu, on sait qu'on n'est pas parfait et on se le pardonne. Et on sait aussi que créer quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait ou faire quelque chose de nouveau, et je vais prendre un parallèle, alors je vais peut-être faire un mauvais choix, mais quand on crée une entreprise, a priori, on lance quelque chose qui n'existe pas, donc on ne sait pas faire. Je prends le parallèle de l'éducation d'un premier enfant. Enfin, quand on a un premier enfant, a priori, on ne sait pas faire. Et donc, quel parent a réussi du premier coup à tout faire exactement comme il le souhaitait? Il y a forcément un truc de « je fais des erreurs et j'ajuste ». Ça paraît évident en tant qu'individu. Mais c'est pas accepté pour une entreprise. Et c'est là où je me dis que le sujet de l'incarnation, en fait, peut-être que la raison pour laquelle l'incarnation fonctionne, c'est qu'elle permet de faire passer l'entreprise comme étant en fait une somme d'êtres humains ou un projet d'un être humain qui, comme tout être humain, n'a pas une solution parfaite définie à l'avance. On n'est pas dans un problème de mathématiques avec une équation à 2 degrés et 2 inconnus et je sais pas quoi, avec une seule solution. C'est marrant ce que tu dis parce que sur le parallèle avec la parentalité, je sais pas, moi j'ai un peu de mal avec l'idée que ta boîte, pour pousser la métaphore, est aussi un peu ton bébé. Je pense que ça rejoint la question de l'incarnation. Je pense qu'on a quand même vraiment, et là aussi pour se détacher de toutes les injonctions qu'on reçoit et puis pour penser les choses avec pragmatisme et vision, je pense intérêt aussi à se détacher à un moment donné de ce qu'on fait, des coups qu'on peut recevoir. J'ai envie de dire d'une certaine manière, à un moment, la boîte, elle doit nous survivre et ça ne peut pas être notre vie, on ne peut pas être la vie de la boîte, quoi, finalement. Donc, il y avait cette question qui était soulevée de l'incarnation. Moi, je trouve qu'elle peut être très utile d'un point de vue business sur des projets comme le tien, en B2C, etc. Mais moi, à titre personnel, je ne suis pas hyper à l'aise avec ça non plus. Et je trouve qu'à un moment, ça présente des risques, en fait. Nous, on a été positionnés sur un projet de rachat il y a quelques années maintenant, d'une entreprise qui était très incarnée, qui n'avait jamais vécu sans ses fondateurs. Et ça a été un calvaire pour tout le monde, y compris pour les salariés de l'entreprise en question, que de devoir finalement faire l'accompagnement psychologique et le détachement de la personne. Et je pense qu'à un moment donné, on doit tous anticiper le fait qu'on est de passage, qu'on doit laisser une trace, qu'elle doit être impactante, mais qu'on n'est pas tout pour nos boîtes, quoi. Je crois que c'est important. Et moi, ça rejoint un peu une question ce que tu disais, qui soulevait un peu. On parle beaucoup d'éduquer son marché. Je pense que vous avez tous des exemples intéressants à ce niveau-là. J'ai le sentiment qu'on doit aussi un peu éduquer les collaborateurs. Qui ont des attentes. Enfin, moi, je ne peux pas parler comme un vieux schnock, hein, mais j'ai l'impression que les plus jeunes ont des attentes qui sont un peu déconnectées de la réalité parfois, en termes d'incarnation de leurs valeurs dans leur activité professionnelle. Et parfois, il y a une vraie dichotomie entre ce qu'une entreprise est capable de faire et la réalité de ce qu'ils attendent ou ce qu'on finalement peut-être qu'on sous-entend de possible, je ne sais pas. Et ça, je ne sais pas si vous le percevez dans vos équipes, mais moi, de plus en plus. Il y a pas mal de sujets, mais le truc sur l'adaptation ou éduquer, moi je trouve aussi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Donc en fait, il y a aussi un sujet, c'est qu'il faut fournir le contenu pour que les gens qui veulent s'intéresser et qui prennent le temps soient capables de creuser et de se dire, de créer via ton site, un blog, du contenu qui permet aux gens de s'éduquer. Mais en revanche, il faut bosser qu'avec les gens qui sont déjà prêts à comprendre que les ESS ont besoin de digitalisation, que les semences ont besoin d'évoluer, qu'il y a des vêtements féminins. Et je pense qu'il ne faut pas non plus avoir vocation d'éduquer tout le monde, parce que sinon il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec toi et tu vas perdre du temps. Et pour revenir sur le deuxième point, je pense qu'aussi c'est une question de découvrir la vie professionnelle réelle. Et en fait, toujours entre ton image et le pragmatisme, il y a un fossé. Donc c'est vrai que peut-être que on l'a moins vu, mais peut-être que les personnes qui rentrent dans l'entreprise arrivent avec des grands idéaux et découvrent un monde qui est plus complexe. Et je pense que naturellement, ça se régule et peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour tel type de boîte et qui changent après. Non, moi je voulais rajouter un peu sur les 2-3 sujets qu'on a évoqués. C'est l'incarnation de la marque où ma boîte est un bébé. Moi j'ai eu une expérience assez forte quand j'étais en Afrique où on avait rejoint un fondateur et donc on s'était, on va dire, complémentarisé. Et au bout d'un moment, la société a évolué,
il y a eu une forme de croissance et on a dû modifier un peu les valeurs. Et c'est là où cette personne-là a littéralement commencé à péter un câble et a fait plonger la société dans le fond parce que c'était son bébé, elle le répétait tout le temps, c'est mon bébé et je partirai pas sans. Et donc au final, il s'avère que quand c'est son bébé, et là je te rejoins totalement, c'est-à-dire ça peut être dangereux parce que quand c'est son bébé, on a un prisme vraiment très réduit avec des œillères, si je peux me permettre. À un moment, tu as cité le point de les moyens, les objectifs, etc. Je pense qu'il y a une chose qui ne doit peut-être pas changer, c'est quoi l'objectif de base? Le pourquoi j'ai souhaité créer ça. Alors que ça soit, là où j'étais un peu moins d'accord, c'est il n'y a pas tout le temps des sociétés innovantes. Nous, on n'a pas fait, on en parlera un peu après, mais on n'a pas créé une société totalement innovante. Nous, on a juste repris, on est entré dans le secteur, on a dit, tiens, il y a quelque chose à améliorer là, avec une petite innovation. Mais le produit fini n'est pas totalement innovant, il est même ancestral. Donc. Mettre l'ego de côté, tu as raison. Si tu veux que ce soit des semences adaptées au changement climatique ou qu'il y ait des vêtements féministes, que ça soit toi qui le fasses. Bon, c'est triste si tu es obligé de partir, mais il faut que la marque incarne. Mais que toi, tu puisses sortir de ça et que la marque continue. Parce que si c'est ton bébé, mais que tu te casses avec et qu'il coule, bah du coup, il n'y a plus rien. Et l'image de base que tu avais fait, sauf si c'était que pour de l'ego, et dans ce cas-là, bah, c'est normal que ça aille dans le mur. Bah, tu dois être capable de pouvoir lâcher pour que ça continue. Ouais. Et nous, typiquement, chez Thomas Clothing, on a fait le choix, mon associé et moi, de ne pas incarner la marque pour plusieurs raisons. Un, on n'est pas forcément à l'aise ou en tout cas inspiré par cet exercice. Deux, on ne voulait pas que la marque ne soit associée qu'à nos deux personnalités, nos deux personnes. Et en fait, la seule façon dont on l'incarne finalement, c'est par la définition de ce fameux objectif sous-jacent. C'est que ça, pour le coup, c'est ce qui fait le lien entre notre boîte et nous. Et je ne dirais pas que c'est notre bébé, mais par contre, cet objectif sous-jacent-là, oui, c'est le nôtre et on veut que notre boîte le suive. Maintenant, sur le comment, les moyens qu'on prend pour y aller, et des fois des petits détournements, on va les accepter, même si à titre personnel, c'est pas forcément ce à quoi on avait pensé au démarrage. Mais c'est aussi ça qui donne de l'énergie en fait, en tant qu'entrepreneur. Et je dirais pas que mon projet est mon bébé, mais en tout cas, il en faut beaucoup de l'énergie pour s'occuper d'un projet pareil. Et cette énergie-là, elle me vient de cet objectif. Mais c'est vrai qu'on parlait de ce rachat qui a échoué il y a quelques années, finalement à des profils qui étaient très propriétaires. Au-delà de l'incarnation, qui était vraiment sur presque une paranoïa de la concurrence, une vision très défensive de tout ce qui pouvait provenir de l'extérieur, même vis-à-vis des collaborateurs et des équipes, pas du tout sur le partage d'informations, la transparence sur la vie de la boîte, ce qui va, ce qui marche pas, ce qui va bien, ce qui va pas bien. Et j'ai l'impression que cette transparence, elle est salvatrice pour toutes les parties prenantes en réalité. Pour les collaborateurs, c'est une manière aussi d'embarquer dans le projet. Pour nos clients et nos parties prenantes externes, c'est aussi des attentes qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. On en parle un peu moins, mais à un moment, il y avait cette logique d'open innovation dans les grandes entreprises, où finalement, on a considéré que plutôt que de racheter la petite boîte qui cartonnait, on allait plutôt travailler avec elle en s'en inspirant et puis essayer d'adapter leur process, d'intégrer leur process. Je pense que c'est des modèles vertueux. Et moi, je crois aussi que cette frontière finalement qui peut exister entre l'économie sociale et des modèles comme les nôtres, a priori plus marchands, elle a vocation aussi à s'effacer petit à petit. On a plein de modèles finalement où on se rend compte que, quels que soient ses statuts, l'entreprise sociale, l'association, l'ONG ou autre, peut constituer une source d'inspiration pour des boîtes et des grands groupes. On a des modèles je sais pas, c'est une structure qui s'appelle une entreprise sociale qui s'appelle OEV, qui intervient un peu partout, notamment en Asie, aux Philippines et autres, sur l'accès à l'eau, notamment les bidonvilles et dans des endroits qui ne sont pas adressés par les fournisseurs de services traditionnels. C'est des gens qui ont inventé des modèles d'accès à des services qui sont des sources d'inspiration extrêmement puissantes en réalité pour des modèles qui les ont longtemps regardés avec pas mal de condescendance, pas mal de défiance et, comme je disais tout à l'heure, avec une logique très philanthropique. Je pense que c'est aussi vers ça qu'on doit se partager un petit peu
la responsabilité de l'impact social, c'est aussi par la collaboration, que ce soit entre entrepreneurs ou avec des structures de l'économie sociale. Moi, voilà, je plaide pour ma chapelle parce que c'est un secteur qui me parle beaucoup. Mais Comment toi, tu vois dans un secteur qui est assez à l'ancienne, peut-être, et du coup, comment tu affirmes ta singularité et comment tu appliques ces nouveaux modes un peu de fonctionnement dans ton secteur? Je vais peut-être me présenter rapidement, ça sera fait. Ouais, c'est comme ça, c'est le fil de la discussion. Donc Emmanuel Iturbide, on a exactement le même parcours, donc une école agricole, ingénieur agricole, et après j'ai fait une école de commerce, l'ESSEC. Je suis entré dans le monde professionnel, j'ai beaucoup travaillé dans la finance, marché à terme agricole, puis rachat de sociétés agricoles en fusion-acquisition, etc. J'ai été parachuté, j'ai fait pas mal de travail à l'étranger. J'ai travaillé en Nouvelle-Zélande, en Argentine, je suis parti faire une petite pige au Kazakhstan. Puis après, je suis revenu en Afrique, où l'Afrique, j'ai découvert un continent totalement différent. Et puis, juste avant le Covid, j'ai eu de la chance, je suis rentré 4 jours avant la fermeture des frontières, parce qu'on était en train de développer un projet en Afrique, qu'on a dû arrêter à cause du Covid, qu'on a mis en stand-by, toujours en stand-by. Et derrière, avec mes associés, on a dit on va s'installer en France. Et donc j'ai repris l'exploitation agricole de mon père, avec mon père, et à côté on a créé une société liée à l'exploitation agricole. Et donc nous on est dans le domaine des plantes médicinales et aromatiques, et donc on part de la semence au produit fini. Il y a une partie qu'on n'a pas intégrée, c'est l'extraction, qui est assez lourde, il y a des capacités déjà qui existent en Europe. Donc on ne va pas rajouter des capacités sur des capacités déjà existantes. Donc le but était de vraiment travailler en tenaille, c'est-à-dire de travailler l'amont agricole, et l'aval, le produit fini. Et donc à partir de là, on s'est entouré. Donc nous, on est 3 ingénieurs agro. Donc sur la partie amont, on avait cette légitimité de pouvoir lancer. Sur la partie aval du produit fini, on s'est entouré d'un médecin et d'un pharmacien qui nous aidaient à formuler les principes actifs issus de nos plantes pour en faire des produits finis avec indication. Et donc on a créé EndoTerra, qui est notre marque qu'on distribue en pharmacie et magasin bio, et dans lequel on va extraire nos principes actifs, on va les mélanger, les formuler, et on va travailler sur l'indication. Donc on va travailler sur les douleurs chroniques, on va travailler sur les règles douloureuses pour la femme, on va travailler l'endométriose, le papillomavirus, on va travailler le sommeil, on va travailler le stress, on va travailler la stimulation sexuelle chez l'homme, parce qu'il y a des problématiques un peu partout chez l'homme et la femme, on va travailler la cicatrisation de la peau, etc. Donc on a tout un domaine et on est parti sur le postulat de se dire aujourd'hui on est dans un marché mondial, les plantes viennent de partout, il y a très peu de transparence, on va essayer d'en remettre en travaillant la partie de production et ensuite le produit fini. Donc on n'a pas fait énormément d'innovation dans notre société, on a juste repris la pharmacopée internationale qui est les plantes, on a additionné, on a créé un produit. Là où les grosses sociétés sont des énormes mastodontes, j'appelle ça des paquebots. Un paquebot pour le manipuler, pour naviguer avec, c'est assez compliqué par rapport à un petit voilier. Nous on a cet avantage-là, cet avantage de pouvoir beaucoup de changer, de s'adapter, etc. à la situation. Et donc par exemple dans la partie du monde agricole, qui est un sujet actuellement qui chauffe un peu, ce que nous on va faire par exemple, nous on a un objectif de base sur lequel on ne déroge pas, c'est créer des systèmes agricoles résilients aux variabilités économiques et climatiques. La variabilité climatique, c'est chaque année maintenant est différente. Avant on avait un confort pendant 200-300 ans qui était qu'on avait des années plus ou moins identiques avec 4 saisons. Maintenant c'est parfois on les retrouve et parfois ces saisons-là ne sont plus là. Donc comment on s'adapte? Donc là on va soit reprendre des techniques ancestrales et on va les marier à des techniques actuelles. Et après la variabilité économique, on est en pleine dedans, c'est les énergies fossiles qui fluctuent, qui évoluent, des prix sont toujours en évolution. Le monde agricole peut faire difficilement sans énergie fossile. On révolutionne sans révolutionner, c'est juste on essaie d'avoir cet avis, on va prendre la technicité, on va essayer de piocher dans différents types de systèmes agricoles. On parlait des bourguignons, les bourguignons ont pas mal moi je trouve amènent pas mal de techniques très intéressantes. Mais c'est marrant, tout à l'heure presque tu t'étonnais, tu t'excusais en disant
nous ce qu'on fait c'est pas si innovant, enfin tu vois, je sais pas, tu vois, c'est pareil, il y a presque un peu cette injonction maintenant à innover, à disrupter, qui est aussi, on parlait des différentes sacs à dos qu'on doit porter aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. C'est vrai qu'on est aussi un peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, on glorifiait la Startup Nation et l'hypercroissance. Là, on est quelques années plus tard, on parle davantage de sobriété. Et nous, on est un peu cet effet ciseau finalement entre ouais, est-ce qu'il faut grandir vite, comment se rester aligné avec ses valeurs. En même temps, il faut innover, il faut réinventer des nouveaux modèles. Enfin, c'est complexe en fait. Ah ouais. Et dans le monde, il faut grandir vite. Nous, on a une grosse problématique ou avantage, c'est que avec le monde agricole, on ne peut pas grandir vite. On a une saison par an. Nous, par exemple, nos plantes, alors moi c'est mon avis, il est hyper perso, mais nous on n'a pas des panneaux solaires, une lampe LED et une plante en dessous. Pour nous c'est complètement fou de se dire on va utiliser un panneau solaire au milieu, parce que la plante est le meilleur panneau solaire qui existe au monde. C'est celle qui transforme la lumière venant du soleil le mieux. Un panneau solaire à côté a un rendement hyper faible par rapport à une plante. La plante capte du CO2, capte énormément de nutriments, du CO2, etc. pour pousser. Et donc, dans tout ça, nous, déjà, on va dire qu'on est limité dans notre croissance par le fait qu'une fois par an, on va planter la plante. Donc nous, aujourd'hui, on réfléchit à 2025, le marché 2025, parce qu'on est sur une plante annuelle. Je ne parle même pas des arbres, parce qu'on a toute une partie sur les arbres. J'ai des plantes, quand je parle plantes médicinales aromatiques, c'est fleurs, plantes annuelles, plantes qui vont durer 5 ans, et on a des arbres qui font 80 ans. Et donc, dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, quand on réfléchit, c'est 2025, on va réfléchir à 2030, quand on plante nos arbres, on va réfléchir à 2040. C'est hyper complexe, donc on plante beaucoup plus, tout type de variété, en se disant, il y en a une qui va marcher parmi tout ça. Et quand on dit 2025, on y était la semaine dernière, c'est combien de semences on achète, quel volume on va produire, sans penser à la variabilité climatique qui fait qu'on ne peut peut-être pas produire autant que prévu. Et donc nous, on est limité là-dedans, dans l'hypercroissance. Et donc dans un monde qui est long, dans le monde agricole, comment on fait pour s'adapter à... En fait, ça va les gens reviennent au temps, tout va très vite aujourd'hui. Et comment on arrive à s'adapter, éduquer les gens sur des produits qu'on a créés il y a 2 ans, qui sont peut-être même plus d'actualité. Vous trois, vous êtes des bons exemples de faire des modèles qui existaient déjà, mais juste les faire hyper bien. Et c'est très vertueux aussi de le faire comme ça. Et je pense qu'on va revenir de plus en plus à déjà des modèles peut-être plus anciens et juste de les remettre au goût du jour, plutôt que de devoir toujours innover et inventer le nouveau élément novateur. Je trouve que ce mot innovation, il est assez... c'est le reflet du besoin de simplification de notre société. C'est noir ou blanc, quoi. C'était innovant ou tu ne l'es pas. Alors que la réalité, en fait, il y a des notions d'échelle. C'est-à-dire que faire en France quelque chose qui n'existe pas en France mais qui existe ailleurs, en fait, oui, si, c'est innover. Parce que ça veut dire que le marché n'est pas prêt à ce produit-là aujourd'hui. Donc, tu fais face à des problématiques de nouveauté. Et même, j'ai envie de dire, à titre individuel, quand tout nouveau projet entrepreneurial est une innovation, ne serait-ce que pour soi. Donc en fait, c'est vraiment pas tout blanc, tout noir. Moi, je me mettrais dans la même case que toi finalement, c'est-à-dire que Tomo Closing, on n'a pas inventé une matière à partir d'un fil spécifique. On a mis ensemble des éléments, des savoir-faire, des matières qui existent déjà pour développer un usage qui aujourd'hui n'existe pas. Voilà, donc nous, c'est une innovation d'usage beaucoup plus qu'une innovation de produit finalement. Et en fait, c'est tout aussi difficile quand bien même c'est pas tout autant glorifié, quoi. Je crois même que la question ne doit pas forcément se poser de trouver sa niche d'innovation. Je pense qu'il faut aussi être très à l'aise avec le fait de rien disrupter, en fait. Et bon, voilà, après, je pense que on donne souvent la parole à des entrepreneurs qui, justement, incarnent quelque chose de nouveau. Et je pense qu'il y a un peu ce biais aussi, derrière c'est une majorité un petit peu silencieuse d'entrepreneurs patients, laborieux. Aujourd'hui, la PME, la TPE, c'est presque un gros mot, quoi. T'es une start-up ou t'existes pas. Et c'est vrai que je crois que c'est quand même cette économie qui constitue quand même encore le PIB de notre pays et qu'il ne faut pas la regarder avec condescendance ou la pousser à se transformer ou à grandir vite ou à aller dans des contrées qui lui sont
inconnue et donc un peu dangereuse, quoi. On a beaucoup travaillé sur le secteur de la construction, d'essayer de comprendre les nouvelles manières de produire des matériaux décarbonés. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on a toujours tendance à opposer l'innovation avec l'ancienneté, alors qu'en fait, les trois peuvent fonctionner, c'est souvent les mêmes types de profils qu'ils font, et ça dépend un peu des personnalités. Par exemple, il y a 3 types de projets avec lesquels on travaille. Il y a ceux qui font des liants innovants, donc des ciments à base de gypse ou d'argile, c'est-à-dire donc remplacer le calcaire qui est très polluant avec d'autres choses. C'était connu, mais ça reste quand même assez innovant. Donc ça, c'est plutôt des projets long terme, mais qui ont un gros impact. À côté de ça, tu as des gens un peu plus intermédiaires qui vont faire des bétons végétaux. C'était connu, mais peu développé, donc le but, c'est d'industrialiser ça et donc de passer d'un béton traditionnel. Donc c'est vraiment des PME dans le Jura qui produisaient des milliers de tonnes de béton, de ciment traditionnel et qui vont faire après des bétons de chanvre ou d'autres choses. Et après, il y a d'autres types d'acteurs qui vont se relancer dans la terre crue. C'est avec quoi on construit les premières maisons, donc le pisé, pour faire des briques, donc qui sèchent au soleil pendant très longtemps et qui essayent d'industrialiser ça. Donc qui reviennent très en avant. Et en fait, ces 3 types de personnes, ils utilisent des procédés assez innovants, des procédés classiques ou des procédés très anciens. Et le seul but, c'est de les remettre au goût du jour. Et les 3 peuvent fonctionner et les 3 sont vertueux. Et peut-être dans tout ce qu'on dit là, il y a ce côté, c'est peut-être un peu trop réducteur, mais il y a 2 types d'éléments. Il y a une société dans la pyramide Maslow, il y a les fondements, c'est-à-dire la nourriture, la santé, l'habitation, tout ce qu'on a pu, les vêtements qui font partie un peu de l'habitation, de se couvrir, etc. Puis après, on augmente l'industrialisation et après tout ce qui est service. Et on a une société, on va dire, plus technologique qui va aller vers de l'innovation pure et dure par du codage, etc., l'intelligence artificielle. Et c'est de trouver quand même l'équilibre. On va dire qu'on a eu des fondements solides pendant longtemps grâce à, on va dire, une certaine stabilité mondiale et qu'aujourd'hui, ça s'érode un peu. Et on l'a oublié parce qu'on est parti dans une course effrénée à l'innovation technologique et la Startup Nation. Aujourd'hui, si on n'a pas créé sa boîte, c'est limite, on est un plouc. Bon, j'exagère un peu la chose. Alors moi, j'ai du mal avec le mot startup. Je suis plus PME, TPE ou petite entreprise. En France, je crois qu'il y a 85% de PME qui représentent le PIB, donc il ne faut pas non plus les oublier, ce que tu disais. Et on voit que nos fondements un peu s'érodent pour pas mal de problématiques géopolitiques. L'énergie, qui est quand même le sang de notre économie. On essaie de se réfugier dans la technologie. Alors là, il y en a qui vont dire que la technologie va toujours nous sauver. L'avis, mon avis, est partagé, il en faut, mais il faut toujours rééquilibrer tout ça. Et est-ce que nous, je ne sais pas si on va se donner cette mission-là, mais est-ce qu'il ne faut pas éduquer? Est-ce qu'on n'a pas atteint un confort beaucoup trop haut? Et il faut avoir son confort quand tu parlais des maisons en terre cuite, ça amène d'autres problématiques, c'est-à-dire peut-être c'est moins résistant que j'ai pas de technicité, moins résistant que le béton normal, donc il faut les refaire tous les 5 ans. Ouais, donc c'est un budget qui change ou c'est plus cher. Mais donc, si c'est plus cher, on perd un peu en confort parce qu'on va avoir moins de, je sais pas, on va avoir un canapé moins grand. J'ai une bêtise, hein. Mais c'est tout ça. Est-ce qu'il ne faut pas éduquer aussi nos interlocuteurs, nos consommateurs, nos clients là-dedans en disant mais peut-être qu'il va falloir un peu réfléchir à si on ne trouve pas d'innovation totalement de rupture. C'était Rifkin qui en parlait, Jérémy Rifkin dans les révolutions industrielles. Pour l'instant, on n'en a pas. Mais on va être obligé peut-être de revoir un peu notre copie, quoi. Mais tu vois, il y a aussi un sujet, on parle d'éduquer son marché, ses consommateurs et autres. J'ai l'impression qu'on est sur maintenant des trends de consommation qui sont beaucoup plus courts. C'est-à-dire que tu regardes effectivement les habitudes de consommation, on parle de bio, on parle de mieux manger, etc. Et puis boum, tu te retrouves avec une période d'hyperinflation qui permet pas à la plupart des gens en fait, d'avoir accès à ce mode de consommation. Donc en fait, en tant qu'entrepreneur, les marchés, ils sont mouvants en permanence. On parle beaucoup aujourd'hui de l'idée que nos parents souvent avaient une carrière assez linéaire dans une boîte, etc. Que notre génération est plus à switcher entre X expérience, X secteur, X métier, etc. Je pense que c'est aussi vrai dans les comportements de consommation, dans les comportements de loisirs, où tu as accès à tellement plus de choses que tu vas avoir ta période vélo, tu vas avoir ta période escalade, tu vas avoir ta période, je sais. Et donc en fait, en tant qu'entrepreneur, pour construire des modèles pérennes sur des sables mouvants, en réalité, c'est pas simple, c'est assez complexe. Et le vêtement est un super bon exemple de ça. Et je vais reprendre ton exemple de la pyramide de Maslow. Enfin, on en retrouve à tous les étages. Le vêtement physiologique, oui, à la base, on a besoin juste de s'habiller pour supporter les conditions extérieures.
Et puis ensuite de sécurité aussi, d'appartenance, d'estime, et puis à la fin, tu as la réalisation de soi. Si je regarde ce qu'on appelle vraiment de l'innovation dans le vêtement, ça va être les vêtements avec de la technologie dedans qui vont capter votre rythme cardiaque. Donc là, on est dans le top du top de la pyramide de Maslow, qui est que j'estime que j'ai besoin de savoir à combien est mon rythme cardiaque quand je marche dans la rue. Bon, j'exagère, hein, évidemment, mais on est vraiment tout là-haut. Et c'est ça aujourd'hui qu'on appelle de l'innovation. Culturellement, on lie l'innovation aux choses qui sont nouvelles et en fait, qui sont du coup sont relativement superflues, en tout cas dans la pyramide de Maslow. Et comme tu dis également, les besoins qui bougent, c'est ceux qui sont en haut. Parce qu'a priori, être habillé pour ne pas mourir de froid ou ne pas choquer en fonction de la culture de son pays, ça c'est tout en bas et ça ne va pas bouger. Mais il y a quand même une nuance à ça, c'est que tu disais tout à l'heure, je veux dire, on a aujourd'hui une part des revenus consacrés aux biens alimentaires, à la consommation, qui a été drastiquement réduite. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais on voit aussi que sur le socle de la pyramide, en fait, on a des changements de comportement. Donc, en fait, c'est à tous les étages, mais tu as raison, effectivement, sur le fait que le sommet est très visible, qu'on s'y intéresse beaucoup très mis en avant, qu'on s'y intéresse beaucoup en tant qu'entrepreneur, et c'est peut-être pas là où on a le plus grand impact de changement. Et tu vois, c'est hyper intéressant ce truc de sommet de la pyramide, parce que tu le vois, on disait tout à l'heure, en bossant sur des sujets de digitalisation de modèles à impact, en fait, nous, notre modèle consistait à aller chercher des compétences techniques, de dev et autres, chez des grosses boîtes qu'on connaît tous, et à les mettre à disposition d'entreprises sociales, d'ONG et autres, qui n'avaient pas les moyens de se payer des compétences qui sont très coûteuses et qui ne savent pas manager, qui plus est. C'est un modèle, en fait, on se rendait compte que finalement, tous ces gens qui sont très bien formés, avec des compétences qui sont hyper demandées, ils ont vraiment le choix sur le marché du travail. En fait, on se rend compte que, sans faire de généralité, mais quand même, la plupart finalement choisissent des carrières où ils vont créer des algos pour nous faire cliquer sur des pubs, quoi. Et tu te dis, en fait, à un moment donné, est-ce qu'on s'intéresse au bas de la pyramide, effectivement, aux besoins essentiels des gens, où ces compétences-là, comme d'autres, peuvent permettre de, pour le coup, adresser un certain nombre de besoins, mais pour autant, en fait, on a formé ces profils-là, un peu high level et compagnie, à l'idée que c'est pas ce qui était important, c'est plus ce qui était important. Donc est-ce qu'on revient à ça aujourd'hui? Est-ce qu'on va revenir à ça dans les formations? Je sais pas, mais on a quand même toute une génération un peu sacrifiée sur l'autel de il faut innover, quoi, en fait. Oui, et du coup, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le recrutement, c'est-à-dire la dissonance cognitive qu'il y a entre la vision qu'on présente dans les médias de l'entrepreneuriat, l'innovation, la responsabilité sociale des entreprises et le fait que une fois qu'on rentre dedans, c'est pas que les choses sont différentes, c'est que les choses ne sont pas évidentes. et du coup, là-dessus, j'ai une anecdote à partager, c'est qu'en fait, nous, quand on recrute sans CV. Donc, on recrute sur un test technique. Voilà. Donc, en fait, que vous ayez le bac ou pas, on s'en fiche. Mais notre marque a une image. Et donc, elle véhicule un intérêt plus fort auprès de certaines personnes que d'autres. Et au final, nous, on a fait deux expériences assez extrêmes. Une personne qui est venue chez nous parce qu'elle adorait le message, tous les messages qu'on véhiculait. Et là, on était vraiment au tout début de la boîte, au moment où on pensait encore de façon très condescendante qu'on pouvait promettre des choses et qu'on maîtrisait tout notre avenir. Une personne comme ça qui est rentrée chez nous, passionnée par l'entrepreneuriat, la mobilité, passionnée par le vêtement, avec un profil ingénieur. Et à côté, on a une personne qui est venue chez nous avec une formation complètement auto-formée, très peu de conscience écologique et féminine à l'arrivée. Et en fait, la dissonance cognitive, forcément, elle a été chez la première personne qui arrivait chez nous qui finalement ne comprenait pas qu'on ne fabrique pas en Europe. Et nous-mêmes, en tant qu'être humain, personnel, moi j'ai mis 6 mois à accepter qu'en fait que je n'y arriverais pas et que je n'atteindrais pas mon objectif si je me mettais ça comme contrainte. Mais quelqu'un qui arrive de l'extérieur, c'est normal que ce soit un choc. Et en fait, je trouve que là où finalement j'ai eu le plus d'impact dans permettre à cette nouvelle génération peut-être plus sensibilisée de passer à l'action, c'est finalement chez la personne qui est venue chez nous avec absolument aucune...
qui avait des besoins bien plus fondamentaux et qui du coup n'avait une relativement faible conscience écologique et féministe, et qui est reparti de notre boîte en ayant appris des choses, en ayant pris conscience de l'urgence écologique, en ayant pris conscience des problématiques féministes. Et du coup, paradoxalement, je me demande si je préfère pas avoir des personnes que je peux, moi, sensibiliser, plutôt que d'avoir des personnes qui viennent déjà avec une conscience, et j'ai envie de dire, dans ce cas-là, qu'elles les mettent à profit parce qu'elles arriveront peut-être à faire mieux que moi dans mon entreprise et avec les contraintes que j'ai en tant que petite entreprise, petite équipe et petit budget. Oui, mais les deux sont OK, parce que d'un côté, tu as une personne qui a peut-être trop d'idéaux et qui est confrontée à la réalité et qui comprend que le monde est plus complexe, et d'autre, tu as une personne qui n'a aucun idéal en tête et qui du coup ressort avec ça. Et le but, c'est de créer dans le monde réel, c'est la différence entre le souhaitable et le possible, quoi. Ouais. Et après, derrière, c'est le recrutement d'une PME, enfin pour une PME, c'est-à-dire on souhaiterait avoir certains profils, mais ils sont beaucoup trop chers parce qu'un gros mastodonte va proposer un salaire et parfois la valeur ne suffit pas pour l'attirer. Alors c'est tous ces éléments-là qui sont complexes à appréhender. C'est ce que... Et surtout dans mon petit village au Pays Basque. Parce que je ne suis pas à Paris. Entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Palais à URMX. Vraiment... Mais c'est vrai que peut-être que les valeurs sont... Moi, je me méfie aussi toujours un peu des candidats qui me disent « Ah mais moi, je suis super, j'ai envie de bosser chez vous, nulle part ailleurs, parce que vous avez un modèle qui est différent. » Déjà, ça te met une pression incroyable. Après, tu te dis oh, « Quand tu vas voir arrêter du truc, il y a ça. Waouh !» Et au-delà de ça, comment dire, je te rejoins sur l'idée que les valeurs, en réalité, nourrissent pas sur le très long terme. Je pense qu'à un moment donné, si tu ne retrouves pas une forme d'utilité, une forme d'efficacité, une forme de plaisir technique dans ce que tu fais ou d'auto-formation, les valeurs, elles pèsent plus très lourd. Et je pense aussi que ce qui sert le plus nos entreprises, c'est des gens compétents, sans dire que tu as l'un ou l'autre, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que, ouais, j'ai le sentiment, enfin en tout cas moi ça a été mon expérience personnelle à un moment donné dans l'économie sociale, de se dire, mais en fait je me suis lassé d'être aligné avec mes intérêts, mais en fait, avec mes valeurs, lapsus, mais de ne pas avoir d'impact à la vitesse ou à l'échelle à laquelle je l'espérais. Et dans tout ce qu'on vient de dire, est-ce qu'il n'y a pas ce côté aussi, il faut être pragmatique? Est-ce que je suis que dans l'économie sociale? Est-ce que je suis qu'une boîte privée qui veut gagner de l'argent parce que je ne suis pas philanthrope, etc. C'est trouver un peu l'équilibre, de dire c'est pas du blanc ou noir, c'est pas que des extrêmes, c'est qu'il nous faut de l'économie sociale, il faut qu'on gagne de l'argent pour faire vivre le système, il faut avoir une certaine rentabilité, et donc c'est là où les profils sont intéressants, d'avoir des profils différents, mais des profils différents, il faut les gérer, et on en revient toujours à ce sujet de base qui est l'éducation, l'éducation des gens qu'on a autour, quand on voit en fait un peu cet Everest devant nous, dire bon ben je le gravis tout seul ou il y a des gens qui viennent avec moi. C'est différent entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Paris, mais je trouve que là en l'occurrence, il y a une facilité, une facilité à recruter, il y a une facilité à recruter en tout cas à Paris sur des jobs avec plus d'impact que je trouve assez bien. En fait, il y a pas mal de monde qui veulent passer peut-être déjà d'un premier pas. Nous, on ne prétend pas être la boîte parfaite, loin de là, on n'est pas du tout une ESS. Même on n'est pas du tout les plus radicaux entre guillemets dans le terme écologique, on est dans le crédit carbone qui est quand même un gros mot de l'économie de marché. Et je pense qu'il y a des gens qui vont aller bosser dans le ESS pur parce qu'ils ont besoin d'avoir le plus aligné, d'autres personnes qui vont être sur des boîtes de l'économie de marché d'une certaine manière, mais beaucoup plus radicaux, type des boîtes comme 2 tonnes par exemple, qui sont beaucoup plus dans la sensibilisation et qui sont plus radicaux. Et nous, il y a quand même pas mal de gens qui viennent vers nous parce que on a une boîte qui répond à un problème et c'est déjà beaucoup mieux que de bosser pour un énième logiciel d'analyse de données, ce que je faisais avant par exemple. Et je trouve que même en termes de quand tu bosses dans une boîte avec où tu sauves pas le monde, mais au moins tu sais que tu as un impact qui est concret et le but de la boîte est là-dedans, ça permet quand même d'aligner plus tes valeurs avec la réalité concrète. Enfin, je trouve qu'il y a une évolution positive dans ce sens-là. En tout cas, nous dans ce cercle, on est à Paris et à Lyon et on voit qu'il y a plus de gens qui sont dans cette logique-là.
Après, t'as plein de Parisiens qui bougent au Pays Basque aussi, donc... C'est possible. Après, c'est vrai que nous, là, dans la dimension où on a parfois besoin un peu plus d'hommes terrain, où là, il faut aller sur le terrain. Donc là, mais bon, c'est toujours un peu on a choisi d'y aller parce que pour nous, c'était plus facile d'aller avoir un impact sur notre territoire. À Paris, on était un peu noyé. À la base, on avait démarré à Paris. On était un peu noyé dans toutes ces PME qui démarrent, ces startups, etc. Donc on a décidé d'aller à nos origines, sur le territoire, parce qu'on savait aussi qu'on pouvait atteindre, c'est bête à dire, mais on a pu discuter avec le préfet de notre projet, etc. Alors qu'à Paris, je n'aurais certainement jamais eu accès au préfet aussi facilement, et c'est en poussant des portes, etc. Donc ça a été aussi un choix d'aller dans un territoire, mais où on a quand même pas mal d'avantages, même fiscaux, etc. Parce qu'on souhaite dynamiser. Mais tu vois, on parlait d'incarner aussi un projet. Je pense que tu peux l'incarner à titre perso, mais tu peux l'incarner par un territoire, en fait. Tu vois. Ça peut aussi être un élément un peu constitutif de ton ADN hyper fort et hyper vertueux. Moi, je trouve ça presque plus intéressant parce que c'est un truc qui te survit. Et pour le coup, tu le dis, il y a des éléments très concrets de financement, d'accès à des leviers auxquels tu n'as pas accès dans la jungle parisienne. C'est intéressant, je pense que... Donc toi, donc Pays Basque et donc Paris... Mon associé est à Paris, ouais, donc okay. Je monte 1 à 2 fois par mois à Paris. Puis j'ai vécu longtemps à Paris, donc c'est vrai que j'apprécie aussi la vie parisienne. Donc. Mais dans votre secteur, une boîte comme Pierre Fabre, par exemple, une boîte qui n'est pas du tout parisienne, et qui a plutôt a fait des belles choses par rapport à peut-être un Sanofi qui a moins une bonne image. Pierre Fabre a su garder une culture assez forte et hyper ancrée dans le Tarn. Je sais pas pour vous si c'est justement ce que vous voulez remplacer ou un peu un modèle de grosse boîte qui peut... Alors on n'est pas du tout, on est loin des années-lumière d'avoir la taille de Pierre Fabre, mais c'est aussi, parfois on a eu ces discussions-là, je ne vais pas faire mon Calimero, mais je présume qu'avant, dans une économie beaucoup plus stable, on grandissait beaucoup plus vite, et Pierre Fabre a atteint une taille qui fait qu'aujourd'hui, quand on voit les locaux de Pierre Fabre, c'est vrai que c'est au milieu c'est entre Castres et Toulouse, alors c'est plus proche de Castres que de Toulouse, ils arrivent à attirer des gens parce que la boîte est jolie, véhicule des beaux messages. Peut-être qu'avant c'était aussi beaucoup plus facile de se lancer parce qu'il y avait, on va dire, une possibilité, une croissance, on a parlé au tout début, il y avait une croissance qui faisait que tout type de produit se vendait très bien, tout avançait, j'exagère, hein, il y a eu des faillites, etc. Et aujourd'hui, quand même, le marché est beaucoup plus réduit parce que dans l'hyperinflation, il faut être, je ne sais pas comment c'est pour ton mot closing, mais en doTERRA, c'est compliqué de s'y retrouver dans tous ces produits. Et on en revient au système agricole où on fait rentrer des produits de l'étranger qui ont des réglementations différentes, donc qui ont forcément des prix plus bas, et on a des prix plus hauts. Avant, ça fonctionnait il y a 10 ans. Aujourd'hui, tout le monde rade c'est normal, tout le monde rade un peu son portefeuille. Il dit bon, je vais prendre le prix qui est plus bas. Et c'est pas grave s'ils ont utilisé de l'OGM, s'ils ont mis du Roundup dessus. De toute façon, il faut que je mange, ou il faut que j'ai besoin d'un produit bien-être aujourd'hui. Et on retrouve aussi ça dans le médicament. Aujourd'hui, les médicaments sont plus fabriqués en France. Je pense qu'il y a aussi, pour regarder les choses de manière aussi positive, je pense que, je ne sais pas si c'est plus compliqué d'entreprendre, mais en tout cas, on peut rivaliser peut-être davantage qu'il y a quelques années avec des mastodontes. Parce que les droits d'entrée sur un certain nombre de marchés ont été considérablement diminués. C'est le cas pour nous. Hein. Nous, on peut être concurrencé par un freelance avec un laptop dans sa chambre, hein, à peu de choses près. Donc, c'est particulièrement caricatural sur nos marchés, mais ça l'est aussi sur d'autres. Et j'ai l'impression aussi qu'en termes de recrutement, en fait, on devient compétitif par rapport à des grands groupes où, moi, je sais pas, je suis de la génération où il fallait des marques sur le CV. J'ai l'impression que quand j'ai commencé, si tu n'avais pas 2-3 tampons un peu connus de tes futurs employeurs, ton CV, il valait rien. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les plus jeunes sont complètement détachés de ça, sont vraiment sur qu'est-ce que je vais faire et quel est finalement le mode d'organisation, l'équilibre vie pro-perso que je vais trouver, et sur des éléments qui sont bien plus tangibles et bien plus concrets que ta capacité à pas avoir de trous dans ton parcours, qui fait que tu as toute une génération de gens qui ont des possibilités de choix de carrière que, en tout cas, moi, je ne m'autorisais pas. Et j'ai l'impression que pour des boîtes comme les vôtres, en fait, on peut attirer sur d'autres choses que juste on a une marque, une notoriété, une exposition, parce qu'en fait, on pense son parcours professionnel avec finalement
beaucoup plus de certitude et d'égoïsme presque qu'on pouvait le faire par le passé. Ah, après, moi, je ferai un petit bémol sur le droit d'entrée, où je pense que ça dépend des secteurs. Le droit d'entrée aujourd'hui, dans le monde où l'on est, nous, où on travaille avec les pharmacies, il est très très haut, parce qu'il faut mettre des gros billets sur la table pour pouvoir entrer dans le monde, par exemple, du médicament. Il y a des droits d'entrée dans l'énergie qui sont assez compliqués aussi. Donc, il y a des droits d'entrée qui sont faciles dans certains secteurs et d'autres qui sont quand même beaucoup plus compliqués. Et on sent que c'est bien cadré. C'est bien. Toi, tu dois rentrer dans des régulations. Ouais, dans pas mal de sujets, on est rentré dans une régulation qui nous impose. Je dis un exemple. On développe alors, il y a deux types de droits d'entrée. Il y en a un, c'est très lié à la réglementation. On va développer une formule pour la décontraction musculaire. On veut mettre un produit dedans qu'on trouve super, qu'on a développé au niveau de la plante. On a mis 2 ans, etc. Et on se rend compte qu'on a le droit d'en mettre 0,05%. Pour nous, les principes actifs, il n'y aura que le nom sur le produit, mais la quantité de principes actifs ne permet pas d'avoir un réel effet sur le muscle. Ça, c'est le premier droit d'entrée de réglementation. Et le deuxième droit d'entrée, c'est par exemple, toujours pareil sur la décontraction musculaire, on remplace l'arnica par la pâquerette. Ils ont peu ou prou les mêmes indications. L'arnica, ce qui est compliqué, c'est hyper compliqué à produire de façon, on va dire, agricole. Donc c'est de la cueillette. Changement climatique, variabilité climatique, on ne peut pas récolter quand on veut l'arnica. Et donc on va mettre de la pâquerette, c'est facile à faire, ça pousse partout. Et par contre, la population, on en revient à l'éducation, ne connaît pas la pâquerette avec la même éducation que l'arnica. Deuxième droit d'entrée, assez compliqué à changer parce que communiquer quand on a un nombre d'interlocuteurs qui est 2000, 3000 personnes qui nous suivent, c'est pas eux qui vont nous faire la rentabilité du produit de décontraction musculaire. Ce qui est assez marrant là-dessus, c'est que je trouve qu'il y a vraiment. Nous, on a eu plein de fois ce cas de figure-là. Dans le crédit carbone, il y a des normes hyper complexes et internationales. Et nous, ça fait 18 mois qu'on est en process d'accréditation. Et on a décidé, nous, de jouer le jeu des règles internationales. Et à côté de ça, on aurait pu faire un standard de crédit carbone ultra alternatif où on définit tous nos règles tout seul. Et comme vous pourriez dire, on fait pas quelque chose de paramédical, on fait un produit bien-être qui sort complètement des cases. Et je trouve que ce ratio, le marché entre guillemets est pas forcément logique, mais je décide de passer les, enfin pas logique. Il est très complexe, du coup il y a beaucoup de barrières, mais je me dis si je le passe, j'aurai un impact. Versus le fait de faire à ma sauce, c'est quand tu lances la boîte, je trouve que c'est un élément qui est hyper compliqué à choisir, quoi. Est-ce que tu fais l'un ou l'autre? Nous pour l'instant on a choisi d'être vachement dans le marché, enfin dans le fonctionnement, parce qu'on se dit que l'impact à la fin sera compliqué. Et quand tu es une jeune boîte avec un enjeu de survie aussi, un enjeu de combien de temps je vais pouvoir tenir, être rentable et tout, c'est pas évident. Bah, tu vois, nous, chez Tomo Clothing, dans le textile, donc, alors nous, on a des sujets de barrière à l'entrée sur les normes aussi, parce qu'on fait des vêtements de sécurité qui sont donc certifiés pour l'utilisation à moto. Et ça a été une vraie question, c'est-à-dire est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on les met sur le marché quand bien même on n'a pas encore reçu sa certification? Il faut savoir que ces certifications, ça peut mettre jusqu'à 3 ans à obtenir et ça coûte plusieurs milliers d'euros, ce qui est énorme pour une société comme nous. Le risque est trop grand, on a choisi d'attendre avant d'en parler. Et alors là, le paradoxe qu'on a chez nous, c'est que paradoxalement, ce sur quoi on pourrait communiquer en termes de qualité, c'est-à-dire la certification sécurité, le nombre de Schmerber d'imperméabilité. En fait, nos clientes, dans la culture française, la femme, son vêtement doit être beau. Malheureusement, mais dans notre culture, alors que si je parle de Gore-Tex, de Schmerber à un homme, statistiquement, malheureusement, j'ai plus de chances qu'il maîtrise ces sujets-là. Nous, on est dans un système ou dans une approche où on fait parler nos vêtements. C'est-à-dire qu'on veut qu'ils soient beaux, qu'ils soient attirants tout en étant intemporels, pour que derrière, les clientes découvrent son utilité, sa fonctionnalité, sa technicité, puisqu'en fait, c'est pas ça qui, en premier abord, va l'intéresser. Et donc, en fait, on est dans cette situation un peu paradoxale où je pense qu'on communique presque moins que ce qu'on pourrait, mais en même temps, si on voulait communiquer plus, ça n'intéresserait personne. Et les concurrents, ils font comment? Est-ce qu'ils sont en avance sur leur phase ou sur leur phasing? Bon, ça m'intéresse un peu parce que nous on va dans notre monde à nous. Ouais. Parfois je me dis mais on est nul par rapport aux autres. En fait quand on creuse, il n'y a rien quoi. En fait aujourd'hui on n'a pas de... Ouais.
On n'a pas de concurrents. Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez une marque de mode qui est à la fois belle, intemporelle, éco-responsable et qui est hyper adaptée pour faire du vélo sous de la pluie, de la neige, du moins 10 degrés? Personnellement, j'en connais pas. Donc en fait, aujourd'hui, nos concurrents, c'est des mastodontes de substitution. Je vais en fait du coup m'acheter un imperméable d'une marque très connue, mais qui va pas vraiment bien faire le travail. Et le deuxième, moi ce que je vois en termes de mastodonte aujourd'hui, c'est peut-être plus vrai dans le B2C, c'est que certes j'ai plus de barrières à l'entrée contre des gros concurrents, parce que n'importe qui aujourd'hui en 3 heures fait un site internet. Le problème c'est qu'aujourd'hui mon concurrent il est ailleurs. Mon concurrent c'est les mastodontes de la communication. C'est les deux acteurs à travers lesquels je suis obligée de passer si je veux parler de mon projet à 60 millions de personnes. Et pour moi, ayant un white space et donc n'ayant pas de vraie concurrence sur mon marché, les mastodontes auxquels je fais face, ce sont ces deux gros acteurs auxquels vous pensez, par lesquels je suis obligée de passer, auxquels je suis obligée de donner une certaine partie de mon chiffre d'affaires pour trouver des nouveaux clients. Et moi, c'est là où je dois me battre et c'est là où je dois trouver des innovations, mais en interne en fait, dont je parle à personne, pour réussir à trouver mes clientes et mes clients sans passer par ces deux gros acteurs. De toute manière, il y aura toujours des boîtes qui communiqueront mieux. Clients en ont marre d'être baladés à droite à gauche. Et in fine, c'est un peu le côté éthique. Moi, je pense que fondamentalement, si tu fais une boîte qui est honnête et qui dit les bonnes choses, à la fin, ça payera. Et c'est pas parce que quelqu'un a fait un coup de com' à un moment que c'est la bonne chose à faire. Ça, c'est un peu le sujet. Après, en revanche, quand il y a des personnes qui font moins bien le fond du sujet, mais qui communiquent mieux, bah, faut juste comprendre. Ça vaut le coup d'étudier cette communication et de se dire comment moi je peux l'appliquer pour que ça me serve. Mais c'est dur quand on n'est pas de base des bons communicants. C'est vrai qu'on est très nuls en communication, je pense, globalement. On soutient des projets qui sont chouettes et tout, mais on n'y arrive pas. Et en revanche, du coup, il y a un moment dans la boîte où il faudra bien qu'il y ait une personne qui soit forte en communication et qui prête ces matières comme vous avez des essences, un savoir-faire local, etc., qu'une personne puisse vous aider là-dessus, parce que si on n'a pas la compétence, on sera toujours mauvais là-dessus, d'une certaine manière. Et c'est le fait d'aller chercher des compétences en externe qui soient meilleures que ce que l'on sait faire. Moi j'aime bien, déjà je trouvais la discussion passionnante. Et puis, je sais pas, vous, sans relancer le débat, mais moi, je ressens beaucoup ce truc de solitude de l'entrepreneur, en fait. Alors, toi, tu as une associée, toi également. Ouais. Ouais, voilà. Moi, pas. Donc, j'apprécie vraiment comme ça échanger entre pairs parce que je n'ai pas la possibilité de le faire. En tout cas, dans cette logique-là, avec les équipes. Et je trouve que ouais, c'est des exercices qui sont intéressants. On parlait tout à l'heure de comment finalement tu t'ouvres à d'autres modèles, comment tu peux apprendre, quel que soit le secteur, quel que soit le marché, quelle que soit la dimension de la boîte. Je pense que voilà, des exercices comme ça nous permettent à tous de nous rendre compte qu'on a finalement les mêmes questionnements, les mêmes problématiques, et puis en définitive, sans que tu repartes avec une boîte à outils d'une discussion comme ça, tu te rassures sur le fait que, en fait, voilà, tes questionnements, ils sont légitimes et ta manière tes atermoiements aussi, quoi, finalement. Et pour rajouter là-dessus et conclure là-dessus, c'est vrai qu'on se sent parfois un peu seul. Parce que moi, pendant quelques temps, j'ai pas eu de... Enfin, mes associés sont partis travailler à l'extérieur, donc je suis un peu seul. Là, et on est focus sur notre société, sur notre boîte. Et on se dit, punaise, mais j'y arrive pas, alors que je vois tous les autres, avec ces communications hyper positives, eux, ils y arrivent. Donc notre ego en prend un coup, et c'est en venant ici, en parlant, on se dit, en fait, on a tous nos problèmes, on a tous des difficultés, on a tous des difficultés à surmonter, et que, non, je suis pas tout seul dans mon coin, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 85% de PME qui sont tout seuls dans leur coin, avec chacun ses difficultés, et ces discussions-là, c'est pas forcément de boîte à outils, mais des contacts, en fait, on se rend compte qu'il ne faut pas attendre d'avoir l'idée innovante pour se lancer. Parce qu'au final, qu'est-ce que l'entreprise? Ce sont des hommes qui se mettent ensemble pour travailler. Et donc, c'est plus des valeurs humaines dans tout ça. Et pour finir et rebondir sur ce que tu dis, moi, c'est vrai que de la discussion, il y a deux choses qui transparaissent. C'est le possible versus souhaitable
Dire bon, on a tous des idéaux, mais finalement le monde est compliqué et on va pas s'insurger contre le fonctionnement du monde en permanence. Et c'est de se dire dans ces conditions comment je travaille. Et sur les injonctions, c'est aussi on peut pas mettre tout le monde d'accord tout le temps. Et il y a un moment, il faut se dire qu'est-ce que nous on a envie de faire, en quoi on croit et travailler avec les gens qui partagent cette vision et ont envie de bosser avec nous et pas vouloir être prosélyte et convaincre tout le monde qu'on a raison parce que les mentalités sont plurielles et de toute manière on n'y arrive pas, donc c'est le possible versus le souhaitable et d'être fidèle à ses valeurs et de travailler avec les gens qui sont d'accord avec nous. Oui, ce que j'aime bien dans notre partage d'expérience sur un peu une autre note, c'est qu'il y a un peu, je trouve, trois façons de faire avancer les choses. Il y a faire de la théorie. Moi, c'est un peu mon profil, pour le coup, de formation à l'école. Voilà, j'étais ingénieure, je faisais de l'économie des ressources naturelles, donc j'étais vraiment sur de la théorie. Dans la théorie, les quotas carbone, ça fonctionne pour telle et telle raison, par exemple. Après, il y a appliquer la théorie dans la vie réelle, et ça, je crois que tous les quatre, on le fait. Et puis après, il y a analyser ce qu'on a fait et critiquer. Et ça, moi, je l'ai fait en étant dans le conseil, c'était le principe, quoi. On fait un diagnostic de comment les choses sont faites, et c'est pas de la critique, mais c'est des propositions d'amélioration. Et ce que je trouve très difficile dans l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, on est le seul à être dans l'action, et on reçoit beaucoup d'injonctions qui sont soit de la théorie jamais vérifiée, soit de la critique du périmètre qu'on adresse et déjà on devrait être fier de réussir à adresser. Et je vois que ça, en fait, tous les quatre, on le partage. Et au final, je dois dire que je suis très admirative et de plus en plus, à chaque fois que je croise des entrepreneurs, mais pas que, des personnes qui, en fait, passent à l'action et acceptent l'écart qui existe entre le résultat de leurs actions et la théorie et acceptent les critiques qui doivent en fait être prises comme des propositions d'amélioration. Super, merci à tous. Bah ouais, pareil.